Bien, donc merci une fois encore d'être là pour cette conférence sur mondialisation et emploi, thème d'actualité ô combien. Cette conférence sera faite par Monsieur David Cole, qui est professeur à IPSUP. Il a été conseiller de l'ancien ministre de l'Industrie. Il est aussi directeur de collection aux presses universitaires de France. Et ça fait la 4e année qu'il intervient chez nous, toujours avec bonheur. Et ces conférences sont toujours extrêmement à la fois intéressantes, stimulantes, interactives. Donc on gardera un petit peu de temps pour les questions qui, je ne le doute pas, seront nombreuses. Merci Virginie. Je remercie Jean-François Fiorina de m'inviter pour la 4e fois ici, ainsi que l'école de Grenoble. Je tiens à préciser tout de suite conseiller économique et pas conseiller financier d'un ancien ministre. C'est devenu assez important de le préciser. Lors de ma première apparition ici, on m'avait assigné le rôle de modérateur. Modérateur dans la conférence ou débat que tenaient Éric Zemmour et Emmanuel Todd en particulier. Je m'étais immédiatement dit que je ne devais pas modérer grand-chose, puisqu'Éric Zemmour modéré serait sans doute beaucoup moins drôle que non modéré. J'avais donc écouté leurs arguments. C'était en 2009 et Pascal Gauchon, un des fondateurs du festival, et moi-même avions pensé que l'importance de la crise allait naturellement faire ressurgir des relents protectionnistes, comme cela avait déjà été le cas en 1929. De nombreux économistes américains en particulier avaient alors signé une pétition en 1930 comme en 2009 dans des grands quotidiens pour éviter justement que l'on en revienne au protectionnisme. Or, durant cette conférence, un démographe, Emmanuel Todd, défendait avec force et beaucoup d'intérêt une position protectionniste qu'il soutient toujours. Et de la même façon, Éric Zemmour défendait une position selon laquelle la mondialisation était responsable d'une partie, voire d'une grande partie des difficultés d'une économie française qui supportait alors une forte augmentation du chômage et une augmentation des inégalités. Ayant choisi ou pas de ne pas modérer grand-chose de leurs arguments, parce que je n'intervenais que de manière ponctuelle, j'avais fait remarquer à cette occasion, premièrement, que la crise était financière et pas industrielle. Elle était d'origine financière et elle tenait donc beaucoup plus à la mobilité internationale des capitaux qu'au commerce de biens et services. C'était la première chose. La deuxième chose consistait pour moi à relativiser grandement l'impact que pouvait avoir la mondialisation, que je vais définir dans un instant, sur l'emploi. Je me souviens d'ailleurs qu'à la fin de cette conférence, quelqu'un de l'assistance était venu me voir en me disant « Mais ce que vous avez dit bouleverse un peu ce que je pense, je ne comprends pas, on nous dit toujours que la mondialisation détruit des emplois et que le commerce international non régulé détruit des emplois. » J'avais simplement voulu relativiser ce fait, pour une raison simple. Les emplois perdus en 2009, cette année-là, étaient à 85% perdus dans les services et pas dans l'industrie. On va le voir dans un instant, l'industrie est finalement constituée de secteurs qui résistent, même si on en doute, mieux à des phases de récession que les services. Or, une grande partie des services sont protégés de la concurrence internationale. Il est donc finalement difficile d'attribuer à la mondialisation et au commerce de biens et de services la responsabilité des pertes d'emploi, en tout cas de la plus grande partie des pertes d'emploi. Quand on souhaite faire la guerre, il faut bien connaître son ennemi. Donc déjà, les ennemis me semblaient un peu différents de ceux qu'on évoquait. Ils n'étaient pas forcément la mondialisation, en tout cas ici le commerce de biens et de services, qui était pourtant fortement incriminé, mais beaucoup plus les services et la mobilité internationale des capitaux. Lorsque j'avais fait remarquer que les pertes d'emploi n'étaient sans doute pas dues à la mondialisation, ou en tout cas pour peut-être une partie beaucoup plus faible que celle à laquelle on pensait, on m'avait rétorqué, sans aucune modération, « Oui, mais dans ce cas, ça fait baisser les salaires. » J'avais donc pensé, au fond de moi, c'est curieux puisque on n'arrête pas d'incriminer la France comme étant un pays qui a un marché du travail qui n'est pas assez flexible. Et le fait est que lorsqu'on observe aujourd'hui
lorsque la Direction générale du Trésor ou l'INSEE observe aujourd'hui l'évolution des coûts salariaux en Allemagne et en France, on aurait eu envie de dire, puisque les coûts salariaux en France sont supposés avoir augmenté de 10% relativement à ceux de l'Allemagne depuis 2000, on aurait du mal à défendre l'idée que les salaires sont flexibles à la baisse et qu'on a subi une pression à la baisse des salaires en France du fait de la mondialisation, et qu'à la limite, ce serait bien plus les Allemands qui auraient eu à se plaindre de cette pression à la baisse du fait de la mondialisation. Le fait est aussi, pour limiter cet argument, que là où les salaires baissent en Allemagne, c'est essentiellement sur des emplois qui, justement, ne sont pas des emplois tournés vers l'exportation, mais là encore, des emplois plutôt tournés vers des services, au point d'avoir créé, même en Allemagne, une expression anglaise, mon Dieu, les fameux mini-jobs, expression utilisée désormais outre-Rhin. Je pensais donc à beaucoup de choses durant cette conférence. L'une d'entre elles, je peine à vous le dire, c'est avoir songé à un moment donné à déshabiller Emmanuel Todd et Éric Zemmour, ce qui aurait peut-être plu à beaucoup de monde, mais je pensais en fait à ce qui s'était produit au début du XIXe siècle, à Londres, lorsque les tisserands anglais, traditionnalistes, qui travaillaient la laine, n'hésitaient pas, en tout cas c'est ce que racontent des historiens, n'hésitaient pas à déshabiller d'autres Anglais, compatriotes, qui étaient habillés avec du coton en provenance des Indes. Je me disais donc que si nous nous déshabillions tous, nous constaterions sans doute qu'il y avait beaucoup de Made in China, Made in Taiwan, Made in Morocco, etc. sur nous, et qu'on pouvait s'interroger sur l'impact de cela. J'ai gardé tout cela pour moi à ce moment-là, en réfléchissant à la question, conformément à un proverbe chinois que j'aime beaucoup, qui dit « ce que tu sais, tu le sais déjà, ce que tu dis aussi, tu le sais déjà ». Donc j'ai réfléchi à cette question. Pour introduire simplement la conférence, je dirais une chose. Nous avons sans doute tous sur nous des téléphones portables, des ordinateurs, des stylos, des vêtements, qui sont produits dans d'autres pays que le nôtre. Une des lignes directrices d'un économiste est de ne jamais oublier que, en ayant accès à des biens moins chers en provenance du reste du monde, pour parler de manière très globale pour le moment, notre pouvoir d'achat s'accroît. Et que notre pouvoir d'achat s'accroissant, nous pouvons consommer d'autres biens. Pour faire simple, en nous habillant moins cher, nous allons davantage au cinéma et au restaurant. Or, aucun d'entre vous ne peut décider pour ce soir d'aller au cinéma à Shanghai, ni au restaurant en Allemagne. D'où un questionnement important, surtout à l'heure actuelle où l'on parle de destruction d'emplois, en particulier dans l'industrie, car elle est beaucoup plus symbolique, l'industrie, que le domaine des services. Au moment où on parle de ces pertes d'emplois, s'interroger sur la responsabilité de la mondialisation dans ces pertes d'emplois et se poser également une question inverse. Est-ce que ce n'est pas sur le marché de l'emploi ou les marchés de l'emploi, on va le voir, qu'on peut trouver des raisons de mieux lutter dans un espace de plus en plus mondialisé? Toute bonne présentation commence, à mon sens, et vos dissertations de concours, pour ceux qui passeront le concours dans quelques temps, doivent commencer par une définition assez précise. Le terme de mondialisation fait à mon sens référence à l'interpénétration croissante des économies nationales du fait de la circulation des biens et des services, de la circulation des hommes, de la circulation des capitaux, et, puisque j'ai été étonné hier soir dans le train m'amenant ici de voir une définition de la mondialisation de la part d'historiens, j'ajouterais de la circulation des informations. C'est une chose qu'on a tendance à oublier manifestement dans la définition de la mondialisation. Les informations circulent, si ce n'est autant, voire plus, que les hommes, ça va de soi, mais aussi que les capitaux et que les biens et les services. Cette définition étant donnée, je me propose de développer ce thème en 3 parties que vous avez sous les yeux. La première, je l'ai intitulée « Gagner sa vie ou la perdre », pour vous rappeler que pendant longtemps, la mondialisation a pu constituer, dans une certaine mesure, bien sûr, une solution au problème des emplois. Dans un deuxième temps, j'ai intitulé « De l'optimisme contemplatif au pessimisme quotidien »,
j'essaierai de faire le parallèle entre les théories économiques plutôt optimistes sur les vertus du libre-échange et notre quotidien, ou en tout cas le quotidien douloureux de certains d'entre nous qui, perdant leur emploi, ont évidemment tendance, et c'est bien sûr légitime en première acception, de reporter la responsabilité de cette situation sur les autres, sur la mondialisation et la façon dont elle est conçue. Je ne suis pas un libre-échangiste convaincu, tel n'est pas le propos, mais je chercherai à montrer dans une troisième partie que, pour revenir sur mon idée qu'il faut connaître son ennemi, nous sommes au futur, disait un poète français que j'aime bien, René Char, c'est-à-dire que l'expression de guerre économique, si elle est à la mode en ce moment, et s'il est parfaitement légitime que des historiens et que des géographes la conçoivent telle, n'est pas une expression qu'un économiste, et je suis désolé d'admettre que j'en suis en partie un économiste a tendance à utiliser. J'essaierai de défendre l'idée que, pour reprendre le slogan de l'école, que je citais déjà tout à l'heure en préambule, Management, Technology and Innovation, la porte de sortie est là, justement. Ce slogan est très bien choisi, Management, Technology and Innovation. C'est ainsi qu'on s'en sortira dans le futur, plutôt que, à tout prix, défendre nos emplois du passé. Mais nous admettrons ensemble, je pense que ce n'est pas si simple. Gagner sa vie ou la perdre. Un économiste célèbre, qui s'appelle Vilfredo Pareto, un Italien, a très tôt réfléchi à la question que se posait son pays du départ des immigrés vers les États-Unis. Vous savez tous que les États-Unis sont une nation d'immigrants, comme dit un ouvrage célèbre. Et la question que se posait donc cet économiste italien, inventeur de concepts importants comme l'optimum, était la suivante. Que perd l'Italie et que gagne l'Italie au départ des Italiens à New York, aux États-Unis plus généralement? Très en avance sur son temps, cet économiste, assez inclassable d'ailleurs, on arrivait à la conclusion suivante. Les Italiens partent avec de l'argent. Les Italiens partent avec du capital humain, c'est-à-dire de la formation, que mon pays, l'Italie, a financé, développé. Autrement dit, c'est une perte pour l'Italie. On perd à la fois des ressources monétaires et on perd de la formation sur laquelle on avait investi. Mais immédiatement, il compense cela par deux, et j'ajouterai sans doute un troisième type de gain. Le premier gain est, pour faire simple, que les Italiens immigrés en Italie, aux États-Unis, vont continuer de consommer de la mozzarella et de l'huile d'olive, et qu'ils vont donc en importer des quantités importantes en provenance d'Italie. Cela va donc stimuler les exportations italiennes. Et il ajoute, si ces Italiens partent, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce qu'ils n'ont plus de travail. Ils n'ont plus d'emploi. Ou alors ils sont trop pauvres pour trouver ici les moyens d'espérer. Leur départ allège donc d'une certaine façon la pression qui s'exerce sur le marché du travail. Pour extrapoler, mais à peine, je dirais qu'il perçoit déjà que cela va réduire un petit peu la pression à la baisse des salaires qui peut se produire dans son propre pays, du fait d'une population active inemployée trop importante. Vous voyez tout de suite qu'un économiste qui s'est assez peu intéressé au libre-échange, à la mobilité des capitaux, s'interroge, nuance, essaie de réfléchir aux effets négatifs, éventuellement contrebalancés par des effets positifs, ce qu'on fait de moins en moins. Pourtant, il le fait à la toute fin du XIXe siècle. Il ferme le siècle qui a été le siècle d'une intense mobilité internationale du facteur travail. Pour donner simplement quelques chiffres, en moins d'un siècle, la population américaine des États-Unis, composée d'immigrés, s'est élevée à 15 millions de personnes. On estime donc, pour paraphraser une philosophe, que suite à une vague, on a eu une marée d'immigrants aux États-Unis. Et on s'est aperçu très vite que ces immigrants
fuyaient deux choses. La première chose, c'était le mépris, puisque pour beaucoup, il s'agissait de minorités religieuses, ethniques pour l'époque, qui pouvaient être mises en difficulté. Et la deuxième chose, c'est qu'ils fuyaient tout simplement des conditions de travail et des conditions de vie trop difficiles, et en particulier l'absence d'emploi. Le fait est que, je ne sais pas si cette photo sera parlante pour vous, l'immigration aux États-Unis n'était pas une immigration sauvage. C'est le moins qu'on puisse dire quand on observe cette photo, mais je la compléterai par plusieurs faits. D'une part, il faut savoir que, conformément à ce qui se passait déjà dans les premières vagues d'immigration des Anglais aux États-Unis, les gens qui partaient étaient, pour beaucoup, assurés d'avoir un emploi à l'arrivée. Tout simplement parce que le passage aux États-Unis, qui coûtait cher, était financé par des employeurs aux États-Unis qui pouvaient ainsi employer ces migrants sans les payer pendant quelque temps, puisqu'ils avaient contribué, ces employeurs, à leur financer le voyage. Il y avait donc toute une organisation, à la fois patronale et syndicale, de l'émigration des Irlandais en particulier, vers les États-Unis, où ces immigrés étaient reçus par des employeurs, vérifiant leurs compétences, leur capital humain, dirait-on aujourd'hui, de manière à s'assurer qu'ils seront des employés efficaces, productifs dans le secteur industriel naissant. 15 millions d'immigrés aux États-Unis font effectivement une énorme différence avec la situation actuelle. Nous sommes passés, à la fin du XIXe siècle, d'une mobilité internationale du facteur travail qui concernait près de 20% de la population européenne, à des mouvements de population aujourd'hui qui ne dépassent pas 2 à 3%. La mobilité du capital, la mobilité des biens et services a remplacé la mobilité des hommes. Le XIXe siècle était un siècle où, pour trouver des emplois, les gens étaient contraints d'être mobiles. Ils n'avaient pas le choix. Dès 1919, on parle déjà d'une, l'expression est très importante à mon sens, organisation internationale du travail. Il apparaît ainsi que les problèmes d'emploi sont en partie résolus en Europe, en partie, par le fait que les salariés qui ont perdu leur emploi décident d'émigrer avec leur famille pour aller trouver un emploi ailleurs. C'est la motivation principale. Un salaire, pas forcément plus élevé, loin de là, que celui qu'ils auraient pu espérer en partant d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne ou de Pologne, mais au moins un salaire. En 1922, Bureau international du travail valide cette idée d'une organisation internationale du travail et finalement admet pour la première fois l'expression d'un marché international du travail. Question importante, peut-on parler d'un marché international du travail ou des emplois aujourd'hui ? Le fait est que nous pouvions le faire au XIXe siècle. Cette mobilité internationale du travail suscitait bien évidemment déjà des remous dans la société américaine. La querelle des anciens et des modernes, d'un point de vue économique, se traduisait par la querelle des anciens immigrés vis-à-vis des nouveaux immigrés. Des anciens salariés bénéficiant déjà de compétences vis-à-vis des nouveaux salariés qu'ils accusaient évidemment d'être en anglais des unskilled, c'est-à-dire des non-compétents, des incompétents. Non compétents, je préfère, c'est-à-dire ne disposant pas du capital humain nécessaire à l'emploi qui pouvait leur être offert dans ce pays. La crainte des skilled, donc des qualifiés vis-à-vis des unskilled, des non qualifiés ou non compétents, était tout simplement que l'arrivée de nouveaux immigrants abaisse leur salaire. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans les revues que l'on peut trouver de la part des syndicats américains de l'époque, où, pour schématiser à peine, vous avez aux États-Unis deux syndicats, l'un qui justement s'oppose à la poursuite de l'immigration pour éviter la pression à la baisse des salaires, et l'autre syndicat qui estime que l'avenir est sans doute de recevoir ces immigrés et de les former, justement de leur donner le capital qu'ils n'ont pas forcément, de manière à ce que le pays continue de se développer en profitant de cet afflux de main-d'œuvre
et en élevant le capital humain, c'est-à-dire finalement la productivité. Deux attitudes opposées, une attitude qui est très défensive, l'autre qui est plutôt offensive et qui part du principe que quelqu'un de mal formé ou de pas forcément formé à ce qu'on va exiger de lui peut être un être humain sur lequel on investit, sur lequel on parie. Ce marché international du travail de l'époque, il illustre à quel point la mondialisation est déjà parfaitement débutée avec le 19e siècle. Ce n'est pas un phénomène nouveau. On parle de la mondialisation, ou certains parlent de la mondialisation aujourd'hui comme s'il s'agissait d'un phénomène nouveau. Or, la mondialisation par le travail est un phénomène très ancien. Et justement, la mondialisation d'aujourd'hui ne passe plus par le travail. Elle passe par le commerce de biens et de services, mais elle passe surtout et plus encore par les capitaux. Elle passe surtout presque et plus encore par le savoir. Le savoir est devenu la ressource, dit Peter Drucker. Il entend par là sans doute que le savoir ou la connaissance des innovations, des nouvelles technologies de demain, sont peut-être la ressource fondamentale sur laquelle il va falloir compter. Un économiste, Pareto, s'est donc intéressé à la mobilité du facteur travail. La plupart des autres économistes se sont plutôt intéressés à la mobilité des biens et des services. On ne peut manquer d'observer un certain optimisme de leur part, je reviens un instant sur le plan, qu'on peut presque appeler contemplatif, tant les conclusions qu'on peut apporter si l'on relie les économistes du début du XIXe siècle ou de la première moitié du XXe sur le libre-échange, sont quand même largement en faveur d'un commerce des biens et services censé être favorable à l'emploi. Une des questions qu'on doit se poser avant d'entamer la deuxième partie, c'est mais de quel emploi parle-t-on, au fait? Il existe des emplois et pas l'emploi, au sens général. Il peut paraître évident que certains emplois vont perdre à la mondialisation et d'autres vont y gagner. C'est presque un lieu commun de le dire, mais les économistes ont essayé de formaliser cela. N'oublions pas que lorsque Ricardo propose l'abolition des Corn Laws, dès 1817, c'est dans le but de permettre aux Anglais d'importer du blé à moindre coût que le blé qui est produit sur son propre territoire, l'Angleterre. Il le dit très clairement, cette baisse du prix du blé permettra de baisser les salaires dans l'industrie, en particulier dans les industries naissantes, ce qui permettra donc aux entrepreneurs de réaliser des profits. Et ces profits pourront ainsi être réinvestis dans un secteur dont on peut penser que Ricardo anticipe sans doute qu'ils seront à rendement croissant et surtout vecteur de puissance, beaucoup plus que la production de Porto par les Portugais. Ricardo, juif émigré portugais, conseille quand même tout simplement, moyen d'un exemple, à son ancien pays d'origine, la production de Porto, tandis qu'il propose à l'Angleterre, alors même qu'elle est censée être moins efficace dans les deux secteurs, mais comparativement plus efficace dans le textile, de produire du drap. Les rendements sont-ils les mêmes? Les perspectives de développement et de croissance et de puissance sont-ils les mêmes lorsqu'on produit du Porto ou du textile alors qu'il s'agit du secteur en plein boom pour l'époque? On peut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que le raisonnement de Ricardo consiste donc à dire le pouvoir d'achat des gens ne va pas forcément baisser, car si le prix du blé est abaissé par la levée des barrières protectionnistes, ils pourront se payer la même quantité de blé, ressource essentielle pour l'époque, et donc les profits qui vont bénéficier aux entrepreneurs des secteurs industriels par cette baisse des salaires nominaux, ici, et des gains de productivité qui vont évoluer plus vite que ces salaires, permettront de réaliser des profits qui pourront être réinvestis. C'est ainsi que, pendant un temps, du moins, on pourrait éviter, selon Ricardo, l'état stationnaire. Ce qu'on voit ici, c'est que le libre-échange est donc un vecteur, d'une certaine façon, d'une réallocation de l'emploi et d'une réallocation des salaires vers l'industrie qui était le secteur en boom, plein boom, je le disais, de l'époque, tandis que l'agriculture est sans doute un secteur où, certes, des emplois vont être créés, puisque les rendements factoriels ils sont censés être décroissants,
mais dont on aura sans doute un peu moins besoin pour l'avenir. Un autre modèle très célèbre en économie est le modèle dit HOS, pour trois de ses auteurs, Heckscher, Hollins, Samuelson, qui arrive à la conclusion, pour le résumer brièvement, que si les nations se spécialisent sur la base de leurs dotations factorielles, qui sont données, c'est-à-dire est-ce qu'on a plutôt beaucoup de capital ou plutôt beaucoup de main-d'œuvre, alors on doit aboutir à des gains pour l'ensemble des pays qui pourront s'insérer dans le commerce international et surtout à terme à une égalisation des prix des facteurs. Sous-entendu, à terme, non seulement la rémunération du capital et la rémunération du travail dans un pays doivent tendre l'une vers l'autre, mais en même temps, on peut estimer, à terme, évidemment toute la question est de savoir si c'est à court, à moyen ou à long terme, on peut estimer que les salaires dans un pays qui dispose de beaucoup de main-d'œuvre vont finir par s'élever pour converger vers les salaires dans un pays qui dispose de moins de main-d'œuvre. Ah, ça commence à nous évoquer un petit peu d'actualité, un pays qui a beaucoup de main-d'œuvre, dans lequel les salaires tendraient à converger vers les salaires, même si c'est lentement, d'un pays qui a moins de main-d'œuvre. Je ne vous fais pas un dessin, je pense. La question est la suivante. Une des questions, mais sans doute la plus importante. Quel est le terme dont on est en train de parler? Et que se passe-t-il dans l'intervalle, à partir du moment où on choisit de se spécialiser sur des facteurs existants, donnés, pour ces facteurs à l'intérieur d'une nation? Concrètement, à partir du moment où on a peu de main-d'œuvre et qu'on se spécialise sur le capital, cela va augmenter la rémunération des propriétaires de capital puisqu'on va demander beaucoup de capital. Tandis que de l'autre côté, là où on a beaucoup de main-d'œuvre, peu payée, car abondante, la spécialisation sur la base de biens utilisant beaucoup de facteurs travail va donc demander davantage de travail, donc normalement doit faire pression à la hausse sur les salaires. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, finalement, puisqu'un pays pauvre, fortement doté en travail, doit pouvoir espérer se développer s'il se spécialise bien et voir son niveau de vie augmenter. Il n'y a normalement pas lieu d'être protectionniste de ce point de vue-là, en tout cas sur le commerce de biens et de services, si l'on veut espérer un phénomène de développement généralisé à l'échelle internationale. Une autre question qui se pose est la négligence des capitaux dans ce domaine. Ricardo considérait que les capitalistes de son propre pays, comme il les nommait, étaient plutôt des patriotes. Ou plus exactement, il espérait qu'ils le soient et qu'ils le restent. Vous avez beaucoup de phrases dans le principe d'économie politique et de l'impôt qui montrent que Ricardo espère fondamentalement que les Anglais, disposant du capital, vont investir plutôt dans leur propre pays plutôt que dans d'autres. Cette tradition, elle est perpétuée par Keynes, qui, bien que plutôt libre-échangiste sur les biens et services, était ouvertement protectionniste en ce qui concerne les capitaux. Il le dit très clairement dans un article de 1933 qui s'appelle National Self-Sufficiency, autosuffisance nationale en matière de capitaux, sous-entendu. Keynes considérait que les mouvements de capitaux, anticipant par là sur des théories plus tardives, de Mundell par exemple, les mouvements de capitaux seraient de nature à complexifier l'efficacité des politiques économiques nationales, celles qu'il proposait, notamment pour relancer l'activité. Et donc il fallait être relativement contraignant du point de vue de la mobilité des capitaux, si on voulait pouvoir disposer de marge de manœuvre dans sa politique économique. Aujourd'hui, ce sont les capitaux qui sont beaucoup plus mobiles que les biens et les services. Les capitaux peuvent aller et venir dans des proportions sans commune mesure avec les biens et services. Concrètement, en temps normal, lorsque la croissance est de 2%, on peut estimer que l'accroissement annuel du commerce de biens et services est du double. On observe sur le long terme à peu près ce rapport-là. Le commerce de biens et de services, en phase de croissance normale, va 2 fois plus vite que la croissance elle-même. Mais dès lors qu'on s'intéresse aux capitaux, à la mobilité internationale des capitaux, en tout cas sur certaines périodes, justement au XIXe siècle, justement au début du XXe, peu ou moins durant les 30 Glorieuses, mais de nouveau depuis les années 80, cette mobilité des capitaux est de plus en plus impressionnante. La question devient donc
10 fois à peu près supérieur à ce qu'on peut estimer sur les biens et les services, en termes d'IDE. La question est donc, pour la mondialisation et pour l'emploi, de savoir si les problèmes d'emploi dont on va pouvoir parler maintenant sont davantage dus à la mobilité internationale des biens et des services ou à la mobilité internationale des capitaux. Depuis 2000, en tout cas jusqu'en 2007, de 2000 à 2007, chaque année était une nouvelle année record en matière d'IDE. La crise a donné un coup d'arrêt, bref, à cette mobilité internationale des capitaux, de la même façon qu'elle a ralenti considérablement le commerce de biens et de services, mais elle a stoppé un engouement pour des investissements directs à l'étranger de la part des entreprises, et bien sûr stoppé l'engouement pour les investissements de portefeuille et les mouvements de capitaux spéculatifs, mais la parenthèse, vous le constaterez sans doute bientôt, fut assez brève. Les délocalisations. Voilà, c'est le terme qui fait peur dès qu'on parle de mobilité internationale des capitaux. La sémantique a son importance en économie. Derrière l'expression de libre-échange, comme je l'avais déjà fait remarquer dans cet auditorium, il ne faut jamais perdre de vue que se cache en fait l'expression mise en concurrence du travail entre des nations. Quand on pratique du libre-échange, on met en concurrence du travail national avec du travail étranger. C'est tout de suite beaucoup moins idyllique. Quand on parle de mobilité internationale des capitaux, il faut entendre plus concrètement une mise en concurrence des territoires nationaux. Mise en concurrence de la part de qui? Des entreprises, qui, contrairement aux capitalistes ricardiens ou keynésiens, va pouvoir arbitrer, comme dans un vaste portefeuille de placement, entre investir dans tel pays émergent ou tel autre, ou rester dans son propre pays. Cette crainte des délocalisations en France est importante. Et pourtant, la France, malgré une fiscalité soi-disant très élevée, malgré tous les griefs que l'on peut porter à son encontre, reste un des 5 ou 6 principaux receveurs d'IDE. Il faut croire qu'elle n'est pas si peu attractive que cela, et qu'on veut peut-être compter sur la mondialisation pour créer des emplois par des capitaux étrangers, peut-être plus, davantage, que ceux que l'on perd par des délocalisations. Il est très difficile de chiffrer l'impact que peut avoir la mondialisation sur les pertes d'emplois dans un pays comme la France. Je vous l'illustre assez rapidement. On estime, l'INSEE, Direction générale du Trésor, que la France a perdu un peu plus d'1,9 million d'emplois industriels depuis 1980. Arrondissez à 2 millions, ça se passera très très bien. La question est de savoir si ces emplois sont perdus dans l'industrie du fait de la mondialisation ou d'autres facteurs. Nous devons tous savoir qu'une partie de ces emplois perdus dans l'industrie ont été perdus car les entreprises nationales ont souhaité externaliser une partie des services qui étaient autrefois réalisés au sein des entreprises industrielles. Concrètement, un comptable travaillant dans une entreprise industrielle dans le passé était considéré comme un emploi industriel par l'INSEE. Le fait que cette entreprise fasse désormais appel à une société d'experts comptables extérieurs ou à des avocats extérieurs fait que des emplois sont devenus des emplois de service alors qu'ils l'étaient en fait déjà, mais au sein des entreprises. Ce processus de déversement de l'industrie vers les services est en ralentissement. On peut considérer que les entreprises, en particulier en France, arrivent au bout de l'externalisation de certains des services liés, puisque la responsabilité dans la perte des emplois industriels de la tertiarisation de ce point de vue-là est passée schématiquement de 30% à moins de 10%. La deuxième question qu'on doit se poser, dès qu'on parle de ces pertes d'emplois industriels, puisqu'on ne parle que, ou quasiment que, des pertes d'emplois industriels en ce moment, vous entendez peu parler des emplois perdus dans les petites sociétés de services que personne ne connaît. Non. Vous entendez parler des pertes d'emplois chez le Jabi, Peugeot, Renault, Arcelor ou Goodyear. Ces pertes d'emplois industriels sont ensuite dues en grande partie aux gains de productivité.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un prix Nobel, même s'il est revenu un peu sur cette idée, Paul Krugman, dénonçait l'obsession de la compétitivité et affirmait que la mondialisation n'était pas coupable. Pour lui, il faut d'abord s'intéresser à la productivité. Lorsque la productivité est forte, cela signifie tout simplement que le même nombre de personnes peut produire davantage qu'avant. On produit plus avec autant de facteurs qu'avant. Éventuellement autant avec moins de facteurs, mais partons d'une position optimiste, plus avec autant de facteurs. Cela signifie que le prix des biens produits peut avoir tendance à diminuer, puisque l'offre est plus importante. Et là se pose le problème suivant. Le prix des biens industriels qui tend à diminuer, car les gains de productivité sont essentiellement réalisés dans le secteur industriel. Cette baisse de prix des biens industriels ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle de la demande de biens industriels. Concrètement, on achète plus de biens industriels lorsqu'ils sont moins chers, mais davantage en volume qu'en valeur. Pour le dire encore d'une autre façon, le prix des biens industriels baisse plus vite que l'on augmente la demande. Donc évidemment, cela peut se traduire par des pertes d'emplois dans l'industrie, le fait d'être productif. Mais cette demande, si elle ne s'oriente plus vers des biens industriels, doit s'orienter vers autre chose. Doit-elle s'orienter vers des biens du secteur primaire, agricole? Bien sûr, elle le peut. L'obésité peut tendre à le prouver. Mais on peut admettre qu'en règle générale, ce supplément de pouvoir d'achat va plutôt s'orienter vers des services que vers des biens alimentaires. Autrement dit, les gains de productivité qu'on réalise dans l'industrie peuvent créer des emplois dans le secteur des services. C'est de cette façon qu'on peut espérer un déversement des emplois à une échelle nationale. La question est de savoir si cet effet, dans la mondialisation, joue toujours. On a envie de répondre, bien sûr, puisqu'à la fin, en étant plus productif dans l'industrie, et donc en produisant à moindre coût qu'auparavant, on améliore notre compétitivité prix. Donc on peut exporter ou espérer escompter davantage de biens industriels qu'on en exportait préalablement. Or, on le sait, en France, les entreprises qui sont les plus productives, celles qui réalisent le plus de gains de productivité, sont effectivement les entreprises qui exportent le plus. Donc on sauvegarde des emplois ici, par cette productivité dans l'industrie. Et on en crée dans les services, dont j'ai dit tout à l'heure qu'une grande partie, pas tous, de moins en moins, mais une grande partie de ces services, le cinéma, le restaurant, etc., sont des emplois protégés de la concurrence internationale, puisque par définition, on ne va pas consommer du cinéma ou de la restauration à l'étranger aussi rapidement qu'on le peut. Autrement dit, dans la mondialisation, la sauvegarde des emplois peut continuer de passer par de la productivité dans l'industrie. Et la baisse des emplois industriels depuis 1980 ne peut pas reposer, en tout cas seulement, sur la mondialisation. Il peut y avoir un effet négatif de la productivité elle-même, mais indépendant de la mondialisation. On produit plus à moindre coût. Et il peut y avoir un effet positif, la compétitivité, qui va compenser l'éventuelle perte d'emplois industriels due au fait que cette productivité dans certains secteurs ne suffit pas à compenser le faible coût du travail à l'étranger. Alors oui, bien sûr, une partie des emplois dans les secteurs industriels français sont perdus parce qu'il est possible de produire les mêmes choses à l'étranger avec un coût du travail beaucoup plus faible. C'est un fait. La question est de savoir dans quel secteur. Vous le savez tous dans quel secteur. Dans le textile, en particulier. Dans l'automobile, possible. Mais à ma connaissance, les exportations automobiles d'un pays comme l'Allemagne se portent plutôt bien. Dans les industries dites de biens intermédiaires, effectivement. Mais là encore, l'Allemagne est réputée pour exporter des machines-outils dans des quantités assez importantes. L'Allemagne est d'ailleurs à un tournant de son histoire à la fin des années 90. En 1998, les Allemands prennent conscience que leur compétitivité commence à diminuer, c'est-à-dire que leur part dans les exportations mondiales stagne, voire commence à diminuer. Et ils prennent conscience d'un manque de formation au capital humain
de leurs jeunes. Au point qu'un économiste allemand, Hans Werner Sinn, parlera, on l'a tous oublié, de l'Allemagne et de son pays comme de l'enfant malade de l'Europe, encore en 2003. L'enfant malade de l'Europe, l'Allemagne. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas entendu une telle phrase. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai fait le parallèle avec ce que disait Alfred Marshall, quand en 1903, on lui avait commandé un rapport. La Chambre des communes lui avait dit « Expliquez-nous pourquoi on commence à perdre de la compétitivité en Angleterre dans l'industrie et pourquoi d'ailleurs on commence à avoir certains problèmes d'emploi ?» Il avait répondu, en substance, dans son rapport, « Des pays comme l'Allemagne, non seulement sont protectionnistes, mais en plus mettent l'accent sur l'innovation, la compétitivité, ils en ont même fait une stratégie, de même que les Japonais, et ils mettent l'accent sur la formation au capital humain, sur l'éducation, ce qu'on ne fait sans doute pas assez. » D'une certaine façon, sa réponse au sujet mondialisation et emploi était ici qu'il fallait sans doute réguler la mondialisation ou ne pas hésiter par des subventions, du protectionnisme aux industries dans l'enfance, à aider à l'innovation, que cette innovation devait être accompagnée par du capital humain bien formé, donc un système éducatif performant, et qu'il y fallait une volonté publique. Que, sous-entendu, le marché à lui seul ne pouvait pas suffire à rendre un pays compétitif et productif. Cette file d'attente, ce sont des chômeurs dans les années 30. Les années 30 font suite à une crise boursière, financière, dirait-on aujourd'hui, liée au fait que la mobilité internationale des capitaux, pour l'époque, était déjà très élevée. Les répercussions en Europe du krach boursier américain sont passées par le rapatriement des capitaux américains qui avaient été placés en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, et dans une moindre mesure en France. Mais plus généralement, il s'agissait d'un effet récessif de contraction de la demande et de la production. Concrètement, entre 1933 et 1942, la production industrielle aux États-Unis a baissé de plus de 40%. Les problèmes d'emploi apparaissaient dans les années 30 évidents aux yeux de tout le monde. 33% de chômeurs en Allemagne en 1933, 25% en Angleterre, aux États-Unis en 1933, un peu moins en France. Et évidemment, le premier incriminé, comme souvent, est la mondialisation ou l'étranger. Les économistes immédiatement ont réagi en disant « mais si on devient protectionniste à ce moment-là, on risque d'aggraver encore la situation. Le protectionnisme est le résultat de la récession et pas l'inverse. La récession n'est pas le résultat du protectionnisme. Car l'augmentation des droits de douane a été consécutive. L'augmentation des barrières non tarifaires a été elle aussi consécutive à la récession. C'est finalement un comportement assez humain. Lorsque les choses vont mal, on se replie un peu vers soi, plutôt que de chercher à se tourner davantage vers les autres et à accepter le jeu des autres. Les autres sont toujours l'enfer. À la fin du XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, pourtant, deux événements dont je me sers assez souvent me font réfléchir autrement. Le premier événement, c'est la construction du canal de Suez. Vous savez que le commerce avec les Indes prenait trop de temps lorsqu'il fallait faire tout le tour de l'Afrique et que la conception de ce canal, par un ingénieur français de Lesseps, a permis considérablement de raccourcir et aussi de fluidifier sur l'ensemble de l'année le commerce avec les Indes. Le canal de Suez rassemble à lui seul beaucoup d'éléments très intéressants. Pourquoi ? Le premier, c'est qu'il illustre une véritable compétition de la part des États qui étaient la France, l'Angleterre et l'Allemagne. En fait, chacun voulait en être. Il n'y a qu'OSS 117 pour croire, quand il aime les panoramas, que le canal de Suez est le reflet de la grandeur de la civilisation égyptienne.
Chacun devrait savoir que c'est une construction du 19e, réalisée par des Français, pour laquelle les Anglais se sont battus pour essayer de récupérer des actions, et pour laquelle d'ailleurs les Allemands ont créé des banques, la Deutsche Bank, en se disant mais il est hors de question qu'on l'on reste en dehors de la construction de telles infrastructures internationales qui sont stratégiques. Nous sommes ici à un festival de géopolitique, l'économie et le politique et la stratégie sont profondément liés dans le cas du canal de Suez. Et le canal de Suez illustre aussi autre chose, c'est le problème d'information. Il est dit que les Français qui voulaient acheter des titres du canal de Suez, ou en tout cas qui s'y intéressaient, pensaient qu'on bâtissait un canal en Suède, parce qu'ils ne savaient pas où était Suez. Quand je vous ai dit tout à l'heure que la mondialisation passait aussi par la circulation d'informations, ça ne signifiait pas que toutes les informations étaient justes ou avérées. Les informations fausses circulent beaucoup plus que les informations vraies, d'ailleurs. Ce qui est intéressant avec le canal de Suez, ce sera ma première phase de transition, c'est l'aspect internationalisation et mondialisation qu'ici les États considéraient comme un enjeu de puissance, un enjeu stratégique. Deuxièmement, l'acceptation de cette compétition entre les nations, puisque les Anglais essayaient de faire en sorte que le canal de Suez ne soit pas français, et qu'ensuite les Allemands essayaient eux aussi d'y participer. Et la question de l'innovation, de la connaissance et de l'information. Investir, innover ici à l'échelle internationale, mondialiser finalement, car ce canal aujourd'hui permet un commerce de biens qui est considérable. C'est un enjeu stratégique. À l'époque donc, la volonté de puissance des États, si je peux m'exprimer ainsi, se reflétait justement dans la volonté d'accepter la mondialisation, d'en jouer. Et ma deuxième anecdote est celle de Robert Owen, socialiste anglais qui, à votre âge, puisque la plus grande partie de l'assistance de cet amphithéâtre est quand même assez jeune, était déjà à la tête de quelques milliers de salariés. Bon, il en avait en partie hérité, mais il se met à adopter une posture en tant que chef d'entreprise différente de celle de ses concurrents. Différente sur plusieurs points, dont un qui m'intéresse plus particulièrement. Il refuse de faire travailler les enfants de ses salariés. Il crée une école pour les enfants de ses salariés. Et il essaie de réfléchir à l'amélioration des conditions de travail de ses salariés. Il échoue. Il échoue dans une certaine mesure et plutôt que de se plaindre du rôle de l'État anglais à l'époque, de la fiscalité, du problème qu'il y a dans son pays pour innover, il part aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis, il crée de nouvelles sociétés, New Landmark, il essaie d'en faire une sorte de monde du travail un peu idéal, utopiste, qui ne fonctionne pas non plus. Il réessaie de créer des écoles, il essaie de bien payer ses salariés et finit par buter sur la réalité. La réalité est la suivante. Il produit en fait des choses que des concurrents produisent à peu près comme lui, aussi bien que lui. Et lorsqu'il va demander justement à l'État, au pouvoir public, de l'aider à développer un monde du travail un peu plus humain, il s'entend dire « ce n'est pas mon problème, c'est le problème des entreprises, nous faisons confiance à la concurrence et c'est à vous de vous adapter vis-à-vis de cette concurrence ». Owen échoue à nouveau et prend conscience qu'en fait, il n'a que deux solutions pour réussir à améliorer les conditions de travail, la formation des enfants et de ses futurs salariés. Soit produire autre chose que ses concurrents, et le faire mieux, avec une meilleure qualité, de façon plus innovante, soit obtenir de la part des pouvoirs publics des règles communes, une coopération entre les entreprises, à l'époque américaines essentiellement, de manière à, ce qu'on appellerait aujourd'hui, à pratiquer une sortie par le haut. C'est-à-dire à, dans la concurrence, s'en sortir en favorisant le bien-être plutôt qu'en admettant seulement la baisse des coûts. Mais les deux vecteurs, se différencier, innover et améliorer le bien-être et les salaires,
doivent être conjugués. On ne peut avoir l'un sans l'autre. D'où, pour éviter la file de chômeurs qu'on observait dans les années 30, ma troisième partie, nous sommes au futur, la guerre économique et l'emploi. Je ne sais si cette troisième photo doit ou va vous rendre optimiste ou pessimiste. Ce sont de jeunes Chinois qui arrivent sur le marché du travail, tout frais et moulu d'un diplôme, peut-être d'école de commerce, et qui vont donc postuler pour des emplois de demain. Une des questions qu'on se pose inévitablement en France est de savoir si l'on doit renoncer à l'industrie en France. On est obligé d'admettre la question, non seulement du fait de la diminution de certains emplois dans certains secteurs industriels, mais aussi parce que certains économistes la posent. Un économiste brillant, que j'ai choisi de ne pas citer, vous allez comprendre pourquoi, est allé jusqu'à dire, mais dans un papier non officiel, que la France ferait mieux de se spécialiser dans le tourisme et les parcs d'attractions. Ça permettrait de créer plus d'emplois que de défendre à tout prix l'industrie. Vous comprenez pourquoi je ne le citerai pas? Parce que les parcs d'attractions, tout le monde peut en faire. Un parc d'attractions français risque de ressembler à un parc d'attractions qui peut être créé dans n'importe quel autre pays du monde. Et les parcs d'attractions supposent d'innover dans une certaine mesure, mais on doute que les grappes d'innovation, le trickle down en anglais, c'est-à-dire l'effet de ruissellement de la connaissance vers de nouvelles connaissances, d'innovation vers de nouvelles innovations, se produisent à la sortie d'un parc d'attractions en France comme dans d'autres pays. Je pense que l'avenir pour un pays comme la France, confronté à des problèmes d'emploi dans un espace mondialisé, est sans doute ailleurs. L'expression guerre économique, je souhaite y revenir un instant. Encore une fois, elle est parfaitement justifiée, à mon sens, dès lors qu'on traite des domaines géopolitiques ou historiques. Je me refuse à l'utiliser, pour une raison simple. Nous sommes au futur, disait René Char, signifie en économie que aucune chose tangible n'a de valeur en soi. Il n'est de capital que parce qu'on le projette dans l'avenir. Autrement dit, que l'on s'en sert en anticipant une rentabilité future pour faire autre chose que ce qui existe déjà. Schumpeter parlait à ce propos de jeter des ponts vers l'avenir. Le capital permet de jeter des ponts vers l'avenir. Schumpeter, nous l'avons un peu oublié, n'insistait pas seulement sur les innovations de 5 types, il insistait aussi, au point d'ailleurs d'en faire un élément caractéristique de la définition du capitalisme, sur les innovations financières, sur l'importance pour lui de pouvoir financer ces innovations au moyen d'un système bancaire qu'il permettrait. Ces innovations, financières comme industrielles, projettent dans le futur, projettent dans l'avenir, et elles détournent, à mon sens, le terrain de la guerre. L'économie, disaient certains, n'est qu'une façon de faire la guerre d'une autre façon. Oui, ça s'appelle la concurrence. On a remplacé le terme guerre économique par le terme concurrence. On se bat, mais ici, dans un espace mondialisé, pour gagner des parts de marché. Mais la concurrence est une concurrence dynamique, tournée vers l'avenir. La concurrence, ce n'est pas se battre pour des biens que l'on produit depuis 200 ans. On peut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais gagner ou vaincre dans la concurrence, c'est vaincre l'ennemi du futur, pas l'ennemi du passé. Le secteur textile est le secteur du début du 19e siècle, concrètement, et nous sommes toujours en train de le défendre, ce qui est bien et justifié. Pour une raison simple, c'est que beaucoup travaillent dans ces secteurs et ont les qualifications pour ce secteur et n'en ont pas d'autres. J'appelle ça une divergence de temporalité. Le temps économique n'est pas le temps du social. Le temps économique est rapide, il va de plus en plus vite d'ailleurs. Le temps social, lui, est plutôt lent.
il faut du temps pour qu'un emploi perdu dans un secteur industriel vieillissant puisse être retrouvé par un individu dans un secteur industriel naissant. Et la responsabilité de la gestion de ce temps incombe à la fois aux entreprises et aux États, au système éducatif, qui doivent ici entrer en synergie pour permettre à ces gens d'éviter une période de chômage trop importante lorsqu'on perd un emploi dans ce type d'industrie et en retrouver dans d'autres. Là, nous nous heurtons à un problème fondamental en ce début du XXIe siècle. L'absence de mobilité du facteur travail. Comme je l'ai dit, au XIXe siècle, les gens n'hésitaient pas à partir, dans des conditions assez dramatiques parfois, à traverser l'Atlantique pour aller trouver un emploi ailleurs. Mais le fait est que nos salariés des industries vieillissantes sont des salariés qui souvent sont âgés, sont des salariés sur lesquels nos entreprises ont peut-être oublié d'investir un peu en capital humain et de prévoir un peu à l'avance qu'il y aurait peut-être besoin de les requalifier pour d'autres emplois, et des salariés qui, ayant des attaches familiales ou culturelles, sont beaucoup plus hésitants par le passé à aller travailler en Roumanie, en Slovaquie ou en Chine. Ce n'est, dans ma bouche, pas une critique, c'est un constat. Ne nous méprenons pas. Cette requalification des salariés, elle suppose donc des dépenses, des financements. Elle suppose donc des coûts. Elle suppose que l'on s'interroge sur la guerre économique, comme le disaient les uns, mais surtout sur la concurrence de demain. L'enjeu d'un pays comme la France, c'est de créer des emplois sur ce qui n'existe pas encore. Pas de défendre des emplois sur ce qui existe depuis 200 ans. Parce que de ce point de vue, j'ai envie de dire, la guerre est de toute façon perdue. C'est peut-être difficile à admettre, mais dans certains secteurs, nous sommes fatalement obligés d'admettre une baisse du volume total d'emplois. Je ne suis absolument pas en train de dire que face à la mondialisation, nous devons faire une croix absolue sur le textile, la sidérurgie. Non. Mais nous serons sans doute obligés de nous adapter en innovant dans ces secteurs-là. On produit aujourd'hui du textile en France, du très bien, de haute qualité, et qu'on exporte. En particulier dans le secteur du luxe, qui bénéficie d'un avantage en plus considérable. Pour faire simple, plus il est cher, plus il est acheté. C'est ce qu'on appelle l'effet Veblen. Personne ne voudra se payer un produit de luxe si on sait qu'il est produit en Chine et qu'il est vendu moins cher qu'avant. Ça ne permet pas de se distinguer assez de son voisin et de montrer qu'on en a les moyens. Donc on peut bien sûr défendre ces secteurs-là et promouvoir la qualification des salariés dans ces secteurs. Le fait est que des entreprises françaises sont parfois confrontées, américaines aussi, à la nécessité de relocaliser. Parce qu'ayant délocalisé pour profiter de la mondialisation, elles observent tout simplement que les compétences, le capital humain, le savoir-faire, n'est finalement pas suffisant pour rendre suffisamment rentable le coût du travail plus faible. Et qu'ils perdent des parts de marché en se délocalisant, en investissant à l'étranger. Les fonds publics sont parfois bien utilisés. Je suis tombé par hasard sur une émission de télévision de la chaîne parlementaire qui s'intitulait « Quand la Chine investit en Europe », je crois. Dans ce reportage, vous aviez un industriel français qui adopte une posture totalement différente de celle d'autres, qui disait « Moi, je ne vais pas fermer mes entreprises françaises, en revanche, je vais aller en ouvrir en Chine ». Et arrivé en Chine, il donne des conditions de travail qui ne sont pas celles habituelles dans le secteur. Il avance un argument intéressant pour un économiste qui est de dire « Je vais aller combattre les Chinois sur leur propre terrain ». Car puisqu'ils copient les machines que je produis, je vais aller produire l'original, moi, sur leur territoire, et montrer que le facteur travail peut être utilisé de manière un peu plus décente, que ces futurs employés que vous voyez sur cette photo bénéficieront de conditions de travail un peu plus favorables, et il va jusqu'à payer l'assurance pour les enfants de ses salariés. Ça s'appelle une posture je dirais offensive, plutôt qu'une posture défensive. Bien sûr, elle n'est pas tenable par tous, sans doute pas. Mais il est, à mon sens, tout de même un problème français, que j'essaie d'exprimer en quelques mots, avant de me tourner vers vos questions.
La France est compétitive dans de nombreux secteurs, hein. L'industrie agroalimentaire est compétitive, l'industrie du luxe est compétitive, le tourisme est compétitif puisqu'on attire toujours beaucoup de touristes. Et pourtant, dès qu'un problème d'emploi survient, c'est la mondialisation qui est incriminée. Nous sommes pourtant un très gros exportateur à l'échelle internationale. Le problème est que nous ne sommes pas exportateurs nets, nous sommes importateurs nets depuis quelques années. Alors bien sûr, cela peut tenir au fait que notre voisin allemand a choisi ce qu'on appelle un chemin à part, un Sonderweg, qui l'amène à abaisser ses salaires, à pratiquer une division internationale des processus productifs assez poussée. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la compétitivité allemande ne repose pas essentiellement là-dessus, car les industries allemandes qui exportent car elles innovent. Les entreprises allemandes de ce qu'on appelle le Mittelstand, de taille intermédiaire, exportent parce qu'elles innovent. Est-ce la faute de l'État français si les entreprises françaises ne sont pas suffisamment innovantes dans certains secteurs? Crédit d'impôt recherche, des charges dont on se plaint toujours, je suis d'accord, ça peut être à bon escient, mais les charges sont davantage payées par les salariés que par les entreprises. Sur 20 ans, elles sont à peu près constantes, les charges patronales, et l'on a abaissé les charges pesant sur les bas salaires, pour défendre justement les chômeurs non qualifiés, qui sont aujourd'hui affectés par un taux de chômage de 20%, c'est-à-dire le double de la moyenne. Donc, tous les gouvernements s'y sont mis, de ce point de vue-là. La fiscalité, parlons-en. Nous sommes un des principaux receveurs d'IDE. Cela signifie donc que les entreprises n'hésitent pas à s'implanter sur notre territoire malgré l'importance de l'IS. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le baisser, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le vrai cœur du problème reste produire autre chose que ce que font les autres et surtout produire ce qui sera demandé demain. La concurrence, c'est la concurrence sur les biens futurs, sur les énergies du futur, sur les méthodes de management, pourquoi pas, du futur, sur des services auxquels on n'a pas encore pensé. Moi, président de la République, j'aurais demandé à Louis Gallois de m'apporter son rapport en présence de Laurence Parisien. Il n'y a aucune raison qu'un rapport sur la compétitivité française soit remis à un président de la République dans un bureau aux dorures impressionnantes sans la présence d'une responsable des entreprises françaises. C'est aux entreprises françaises d'innover, de rendre les secteurs productifs, de penser les produits de demain, de créer des emplois qui seront protégés. On ne peut pas compter seulement sur l'État quand ça va mal. Ce n'est pas l'État qui doit faire la compétitivité et donc défendre les emplois de demain dans un espace mondialisé. Si, bien sûr, il doit le faire, mais ce n'est pas à l'État seul de le faire. On se plaint qu'il y a trop de fonctionnaires en France. On ne va quand même pas demander à l'État de créer des fonctionnaires pour défendre l'emploi dans un espace mondialisé. Je ne pense pas que ce soit le but du jeu. Donc, je le répète, ce rapport aurait dû être en double, rendu d'une main au président de la République, pour qu'effectivement il travaille sur les charges, le crédit d'impôt, une banque publique d'investissement, ce qu'il veut en fait. Mais qu'il soit remis aussi aux entreprises en leur disant, voilà, votre part du travail, elle vous incombe aussi. Du point de vue des services, nous sommes exportateurs parce que nous exportons beaucoup de tourisme, comme on le dit. Comme je le rappelle souvent, les touristes français ne viennent pas voir le siège social de Total ou de Danone en banlieue parisienne. Ils viennent voir l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, etc. Ils viennent acheter des produits de luxe dans les magasins français. Voilà, tout est dit. Vous avez des entreprises françaises qui savent ce que c'est que jouer le jeu dans un espace mondialisé, continuer de produire sur le territoire des biens de haute qualité qu'on peut exporter, et puis vous avez un État qui a su par le passé et qui sait normalement encore comment rendre son territoire attractif, non seulement pour des touristes, mais aussi pour des investisseurs étrangers. Défendre les emplois en France dans cette mondialisation-là passe par cette coopération-là entre les entreprises et les États.
Or, c'est bien le problème, les entreprises et les pouvoirs publics ne discutent sans doute plus assez et pas de manière suffisamment stratégique de ce point de vue-là. On peut compter sur des écoles comme celle de Grenoble pour susciter cette synergie, j'espère. Merci. Bien, merci David et merci d'avoir rebondi sur notre logo qui est aussi Time to Anticipate, vraiment bravo quoi. Alors, on va prendre un lot de questions, on a 10 minutes devant nous. Je ne doute pas qu'il y ait des questions sur ce thème-là. En haut, en haut. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. J'ai une petite question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la maîtrise de l'énergie dans tout cela. C'est qu'on peut être productif, produire des emplois tant qu'on a de la maîtrise de l'énergie. Mais demain, aujourd'hui, la concurrence se joue et se fait sur la maîtrise des matières premières. Donc ma question, ça serait là-dessus. Un point dont vous n'avez pas soulevé du tout, c'est l'énergie. Merci. Alors, je ne dirais pas que la question est excellente, mais presque. La question de l'énergie est aujourd'hui effectivement au cœur de celle de mondialisation. Aujourd'hui comme hier. L'Angleterre s'est développée à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe en renonçant à certaines ressources énergétiques qu'étaient le bois, tout simplement parce qu'il devenait rare, pour privilégier l'usage de la houille. Autrement dit, on est passé du charbon de bois au charbon de terre, pour faire simple, ce qu'on appelait la fonte au coke. L'Angleterre faisait face aussi à des salaires qui s'élevaient, c'est-à-dire une main-d'œuvre qui n'était pas forcément suffisante pour éviter au salaire de s'élever. La puissance anglaise a donc reposé sur sa possession de ressources énergétiques qui était le charbon. C'était une chance au point que, j'en ai pas parlé parce que je ne peux pas parler de tout et que je ne voulais pas me concentrer sur un secteur en particulier, vous allez comprendre pourquoi, et surtout pas sur celui-là. Au point que Paris importait des ressources charbonnières de Londres plutôt que des houillères du Nord, car c'était moins cher, déjà à l'époque. Donc l'énergie était déjà au fondement de la puissance anglaise, mais cette énergie était au fondement de la puissance anglaise parce qu'elle manquait, l'Angleterre, de deux choses. Elle manquait de bois et elle manquait de montagne. Donc elle manquait de force hydraulique. Tout le contraire de Grenoble, en gros. L'Angleterre a assis sa puissance là-dessus et sur son empire colonisé. Aujourd'hui, puisque je m'attends bien au fait que vous fichiez maintenant du début du XIXe siècle. Aujourd'hui, la question de l'énergie est cruciale et on fait face par exemple à un choix entre l'utilisation de nouvelles ressources fossiles comme le gaz de schiste. Les États-Unis ont choisi de se réindustrialiser dans ce domaine et de créer 500 000 emplois dans l'exploitation. Dans des États comme le Texas, en grande partie, plus de 400 000 emplois dans les années qui viennent, la Louisiane dans une certaine mesure et le Colorado. Ces emplois créés le sont en partie seulement pour augmenter la compétitivité des États-Unis et en particulier pour devenir un des premiers producteurs de gaz qui devrait être fait en 2015 ou 2016 si l'on en croit les prévisions. Mais de ce point de vue, l'autre solution est de parier sur des énergies nouvelles. Donc vous avez parfaitement raison de souligner l'énergie parce qu'elle était inclue dans ma dernière partie. Quand je dis il faut innover aussi en matière énergétique. C'est exactement ce que dit Jeremy Rifkin dans son dernier ouvrage, La troisième révolution industrielle. Donc bien sûr que les innovations passent par là, et c'est dans le secteur des énergies renouvelables qu'on a observé
l'accroissement le plus important des créations d'emplois au cours de ces dernières années. Toute la question est de savoir quel est le nombre d'emplois en jeu. Pour l'instant, on ne le sait pas forcément, mais il est possible qu'il soit important. Donc l'énergie, ce n'est pas nouveau. Ça fait 2 siècles que être, entre guillemets, compétitif dans un espace mondialisé pour créer de nouvelles formes énergétiques est un enjeu. Mais ça rentre justement dans ce que je disais dans le grand 3. Être au futur, c'est penser les énergies de demain et les ressources énergétiques de demain. Et je suis complètement d'accord avec votre question. Il faut insister là-dessus. La France sera compétitive et créera de nouveaux emplois si elle sait être meilleure que d'autres dans l'utilisation et la production surtout des énergies de demain. Là encore, ça va supposer des synergies très très fortes et de la connaissance dans ce domaine qui est très importante. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que on pouvait imaginer d'autres façons pour exploiter du gaz de schiste. On ignore un peu quelles sont nos ressources pour l'instant, que la fracturation des roches. On pouvait le faire de manière finalement un peu plus écologique. Là, ce sont ces innovations-là qui feront nos emplois de demain. On est tout à fait d'accord. Pourquoi n'ai-je pas parlé de l'énergie en particulier ? Parce que tout ne repose pas sur l'énergie non plus. L'essentiel de nos emplois sont des emplois de services, de proximité, de services d'assurance, de finance. Aujourd'hui, 80% de notre main-d'œuvre, de la population active, est employée dans les services. Donc c'est essentiel, mais pas plus qu'autre chose. Il ne faut sans doute pas surestimer cela. D'autres questions ? Je vous félicite pour votre prestation. Le problème des économistes, c'est parfois, c'est qu'ils oublient la géographie. Non, on l'oublie toujours, pas parfois. Et au sujet, par exemple, de la comparaison entre l'Allemagne et la France, je crois qu'on oublie beaucoup l'extension, que la compétitivité allemande est très liée à l'extension de l'Europe de l'Est. 40% de la valeur ajoutée des voitures allemandes est liée à l'Europe de l'Est. Donc, on sait que Renault est sauvé quasiment aujourd'hui par Dacia et Nissan. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être compléter là-dessus ? C'est pas automatiquement une question, mais plutôt une remarque. Je suis entièrement d'accord. La raison pour laquelle beaucoup d'économistes négligent la géographie, surtout quand il manque un peu de temps, c'est que, en fait, les géographes n'aiment pas forcément qu'on vienne sur le terrain de la géographie non plus et qu'on empiète sur leur plate-bande. Et le manque de compétences ici, on essaie de le compenser par un raisonnement un peu global et national. Mais il est vrai qu'on a un peu perdu de vue le fait que l'Allemagne, à partir de 1989, ait pu profiter d'une main-d'œuvre importante, finalement assez qualifiée, et puis finalement d'un territoire entier dans lequel on pouvait développer du revenu, de la consommation, et profiter aussi de ressources naturelles importantes. Pour l'instant, il est quand même assez difficile d'expliquer la compétitivité allemande par l'intégration de l'Europe de l'Est, à mon sens, parce que jusqu'en 1998, même 2003, si vous voulez, c'est-à-dire pendant 15 ans, en fait, l'Allemagne a quand même eu des difficultés et a plutôt payé en termes de compétitivité l'intégration de l'Allemagne de l'Est, ce qui était un choix politique considérable, était aussi un choix économique risqué. Ils l'ont assumé, ils l'ont parfaitement bien assumé, mais je dirais que ça ne peut pas être le vecteur essentiel d'explication de la compétitivité allemande aussi. J'ai entendu dire, concernant l'Allemagne, des économistes, nous dire, en fait, les Allemands parient sur l'innovation parce qu'ils ont une population vieillissante et qu'ils savent donc qu'il faut qu'ils réalisent des recettes à l'exportation pour compléter leur retraite par répartition. C'est insensé. Un entrepreneur allemand qui innove ne raisonne pas de cette façon-là, purement holiste, en disant « il faut que j'innove parce que ma population vieillit ». Ça n'existe pas. Mais je préfère effectivement mettre l'accent sur le facteur économique, tout économiste que je suis. En revanche, j'insiste sur un facteur que j'ai un peu oublié de mentionner tout à l'heure. Ce qui distingue quand même profondément ce qui s'est passé au 19e de ce qui se passe maintenant, c'est que concrètement, une grande partie de la croissance a été dynamisée par le fait qu'on colonisait un territoire sur lequel il n'y avait presque personne et sur lequel tout était à faire. Et la situation actuelle est complètement différente. Le pays qui, plus que d'autres, tire la croissance mondiale et s'intègre dans l'espace mondialisé est un pays surpeuplé, ou en tout cas très fortement peuplé. Donc,
quand je parlais de la mobilité internationale du facteur travail, en soulignant bien que ce n'était pas un souhait, un vœu, mais un constat. Voilà où est le problème. C'est que peu ou seulement des qualifiés vont aller travailler dans un pays où la croissance est très forte aujourd'hui et contribuer à l'augmentation des salaires, tout simplement parce que la main-d'œuvre s'y trouve déjà, que le pays est déjà un pays, on va dire, dans lequel on n'a pas à effectuer un go west, ou à la limite ce serait plutôt un go east dans ce cas-là. Et finalement, on est confronté à un problème complètement différent. La croissance est tirée par un pays ancien, très peuplé, quand, à partir de la fin du 19e, le phénomène de rattrapage concerne un pays où il n'y avait presque personne, et sur lequel on a pu investir énormément de capitaux. Donc ça fait une différence de taille, et effectivement c'est quand même lié à des questions politiques, géographiques et des questions démographiques. Bien, je crois qu'on arrive au bout du temps, ou est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Non. Donc on va s'arrêter là malheureusement. Merci de votre attention, et merci à David.